Bon, alors, dossier 3, Madame PKR, 33 ans. Qui s'y colle? Bon, alors, elle est adressée, je refais l'histoire, 33 ans, adressée au service d'accueil des urgences, un tableau d'infection urinaire, sauf qu'elle a un contact lombaire bilatéral, une douleur à la fosse lombaire droite et un scanner qui était soumis. Donc, un peu de silence! Tu peux interpréter le scanner que vous avez tous là. Donc c'est une coupe transversale de scanner abdominopelvien non injecté. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il est injecté. Oui, injecté, pardon. Et on voit de multiples kystes. Alors plus de 6 au niveau du rein gauche et environ 4 au niveau du rein droit. D'accord. Qui sont bien arrondis, homogènes et bien limités. Et donc on peut évoquer le diagnostic de polykystose rénale. On peut même le porter. Le porter, oui, puisqu'il y a plus de 2 kystes par rein. Tout à fait. Alors, 2 choses importantes. Donc le scanner abdominal il est injecté, parce que vous voyez bien que vous faites la différence entre les kystes et le parenchyme rénal. Et que le foie est un peu rehaussé avec, vous voyez, les vaisseaux portaux. Donc c'est un scanner, si vous voulez vraiment aller au bout, il y a une injection au néotan portal, parce qu'on doit pacifier les vaisseaux portaux. Les reins sont augmentés de volume. Et ça, c'est vachement important parce que ça entre dans les critères de la polykystose rénale. Un patient qui a une insuffisance rénale chronique terminale, pré-terminale ou largement en dialyse, peut développer des kystes, une multikystose des reins sur des tout petits rognons atrophiques. Ça s'appelle une multikystose acquise et ce n'est pas une polykystose rénale. Donc les gens qui aiment la polykystose rénale aiment que les étudiants disent que les reins sont augmentés de volume et multikystiques. Ce qui est chic, c'est de dire qu'il n'y a pas de kyste hépatique visible sur la côte. Et puis pour les petits pervers, il y a une calcification de l'aorte abdominale. Bon, parce que ce n'est pas une patiente de 33 ans à qui j'ai pris le scanner. Voilà, je suis désolé. Voilà. Et à cet âge, la présence de plus de 2 kystes dans chaque rein, de taille augmentée, permet de porter le diagnostic de polykystose rénale autosomique dominante. En plus, elle a les antécédents familiaux. Et ça, c'est valable surtout... Enfin, quand il n'y a pas les critères, ça peut être quand même vrai pour la polykystose liée à une mutation de PKD2. Enfin, c'est un point de détail. Retenez que vous avez le droit de porter le diagnostic. Pas mal. Question 2. Quel est votre diagnostic pour l'épisode aigu et quel sera votre traitement initial? J'ai mis une pyélonéphrite aiguë droite infectieuse. Non. Pas si mal. Il fallait dire que c'était sur une polykystose probable. Il y a un truc particulier. Apiogène possible. Je le dis tout de suite. En fait, le problème des infections sur rein polykystique, c'est qu'on redoute toujours une infection de kyste et qu'il faut considérer que c'est une infection de kyste systématiquement. Elle a une infection urinaire parenchymatose, on est d'accord. Il n'y a aucun examen satisfaisant qui permet de porter le diagnostic d'infection de kyste. Tout est merdique. La scintilloleucocyte marquée, l'IRM, le scanner. Il y a des signes, c'est bien. Il n'y a pas de signes, on ne peut pas dire. Ce qui veut dire qu'il faut avoir... Bon, moi, je cotais les deux de façon identique. Mais le traitement sera plus long avec une infection de kyste. On me demande si le fait qu'il y ait des leucocytes à la BU, il n'y a aucun... et va à l'encontre du diagnostic d'infection de kyste, parce que le raisonnement est le suivant. Les kystes communiquent pas tout souvent avec les voies urinaires. Bon, ce n'est pas constant. Tu peux avoir une infection du parenchyme associée. Tu peux avoir une infection hématogène, une infection de doigt en dedans, tout ça. Et en pratique, ces patients, quand tu demandes aux gens qui les prennent en charge, car je me suis renseigné auprès des hommes de l'art pour le dossier, ils les traitent comme des infections de kyste. Donc, vous la traitez. Avec un dossier de pyélo, si vous faites pyélo, vous ne perdez pratiquement pas de points, sauf sur la durée du traitement. Donc, ce n'est pas dramatique. Alors, comment tu traiterais une pyélo? Et après, on dira la subtilité. Alors, je l'hospitalise en urgence. Oui. Je fais un ECBU avec examen au direct, culture et l'antibiogramme. Tout à fait. Des hémocultures. Tout à fait. Des bêta-HCG. Tout à fait. Après, on fait une biantibiothérapie intraveineuse, probabiliste, synergique, à bonne diffusion urinaire, qui sera secondairement adaptée à l'antibiogramme. Tout à fait. Et j'ai mis des C3G, des fluoroquinolones. C'est bien. C'est bien. Et la durée du traitement, dans ce cas-là? J'ai 21 jours. Alors, en fait... 21 jours pour une pyélo? Je sais pas, vous avez dit que c'était plus long maintenant. Là, en l'occurrence, pour une infection de kyste, on fait plutôt 4 à 6 semaines de traitement. Ah, d'accord.
Et IV? la pyélo, c'est 14 à 21, sauf erreur de ma part. Bon. Et tac, tac, tac. Et on utilise plutôt des quinolones. Dans ce cas-là, ça passe mieux dans les kystes. Quinolone, Bactrim, ça passe mieux dans les kystes que les C3G. Mais globalement, 95% des gens mettront pyélonéphrite aiguë. L'important, c'est de bien la traiter pour ne pas perdre de points. Si vous avez la petite touche en plus, vous en gagnerez un peu. Du moment que vous n'oubliez pas de faire le CBU d'abord, de vérifier les trucs, d'adapter secondairement, etc. Et puis, Ok. Vas-y. des antalgiques, adapter la Exactement. fonction rénale à l'EVA, une réhydratation et une surveillance. Voilà. Boisson abondante, antiémétique parentéro, une réhydratation parentérale, avec du sérum salé isotonique. Et on surveille l'efficacité, la tolérance, le CBU à 48 heures, en l'absence d'amélioration, et une semaine après arrêt de l'antibiothérapie. Alors, on revoit la patiente. 3 semaines plus tard, les urines sont stériles, la pression artérielle est élevée, le pouls à 70, elle a 110 micromoles, ce qui lui fait un débit de filtration glomérulaire estimé à 54 ml par minute. La protéinurie est à 40 mg par millimole de créatinurie, l'hémoglobine à 17 g par décilitre, la calcémie à 2,4, la phosphorémie à 0,9. Quelle sera ta prise en charge? Bon, comme bilan, on va commencer par faire un angio-IRM cérébral à la recherche d'un anévrisme puisqu'il y a des antécédents familiaux. Tout à fait. On peut faire une écho rénale de référence. Si ça n'a pas été Oui, fait, tu as un je scanner sais de pas. référence, mais bon, c'est pas coté. On commence un traitement qui sera ambulatoire par IEC à visée antiprotéinurique et antihypertenseur. Oui. Un traitement, une hydratation abondante. Oui. Éducation, surveillance, traitement de la polyglobulie. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas encore de voix. 17 grammes, on fera rien. 17 grammes, c'est presque dans les normes, c'est quasiment dans les normes. Pour la femme, c'est un peu élevé. Alors, il manque des choses. Il faut rechercher une hyperparathyroïdie secondaire. C'est important. Dès que tu es en maladie rénale chronique stade 3, c'est-à-dire que tu as un DFG inférieur à 60 ml par minute, et même si le bilan phosphocalcique est normal. Puisque par définition, quand on vous dit dans l'insuffisance rénale chronique, la calcémie est basse et la phosphorémie est élevée, ça c'est vrai à un stade très tardif de maladie rénale chronique, quand ils sont pré-terminales, largement en dessous de 30 ml de DFG. Et quand on prend les cohortes de patients, ils ont tous une calcémie, une phosphorémie normale, entre 60 et 30. Par contre, la PTH est élevée. Et il faut la ramener dans les clous qui sont déterminés en fonction du niveau d'insuffisance rénale. Donc dès que vous avez une maladie rénale chronique, stade 3, DFG entre 60 et 30, il faut faire un bilan phosphocalcique, il faut doser la PTH. Voilà. Bon, on recherche. Tu n'avais pas les bicards, il fallait doser les bicards pour rechercher l'acidose et traiter éventuellement une acidose métabolique. D'accord. Et puis il faut lui dire que cette pauvre dame, elle a plus de 30% de chances de terminer insuffisance rénale terminale. Donc on va lui préserver son capital veineux dès maintenant. On va la vacciner contre l'hépatite B. Et il est recommandé de vacciner aussi les patients, je ne l'ai pas mis là, mais les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, on les vaccine contre la grippe et le pneumocoque aussi. Comme pratiquement toutes les maladies chroniques. On évite les médicaments néphrotoxiques. Vous reprenez le moyen hémotechnique que je vous avais filé la dernière fois. Et dérisoire, il y a des valvulopathies associées aux polykystoses rénales. On pourra lui faire une échographie cardiaque transthoracique. On lui fera une échographie cardiaque transthoracique. Il y a des prolapsus de la valve mitrale, des insuffisances aortiques. Bon. Après, on arrive dans les trucs un peu amusants. 2 ans plus tard, la pression artérielle est contrôlée. La créatinémie est à 130 micromoles. La patiente désire débuter une grossesse. Oula, c'est le drame. Alors, qui c'est qui lui autorise ou non? Il y a quelqu'un qui vient de nous. Allez hop, vous avez gagné. Moi, je lui aurais autorisé sa grossesse. C'est bien, ça. Il faut toujours autoriser la grossesse à une femme. Pourquoi et qu'est-ce que tu lui préconises? Qu'est-ce que tu lui dis, quoi? Qu'il faut un suivi régulier, une prise en charge multidisciplinaire. Oui. Ça me paraît très bien, ça. Et je ne savais pas s'il fallait faire Enfin, il fallait l'informer sur tous les risques, mais je ne savais pas s'il fallait faire une recherche génétique. Alors, tu as raison, tu as à la fois une patiente qui a une maladie... En gros, c'est pas mal. Tu as à la fois une patiente qui a une maladie rénale chronique et qui va être enceinte, et qui a une maladie génétique et qui va être enceinte.
Donc, dans les deux cas, donc, tu autorises la grossesse. En général, ça commence à craindre quand la créate est supérieure à 200. Là, on commence à se dire, bon, si c'est votre quatrième, on va peut-être on peut, même en dialyse, on peut avoir des grossesses. Mais il y a un risque d'aggravation de la néphropathie qui devient vraiment important quand la créatinine est élevée au-dessus de 200 et quand il y a une protéinurie importante. Donc tu lui dis qu'il y a des risques, qu'il faut un suivi multidisciplinaire, c'est exact. Tu peux lui préciser les risques parce que ça fait un peu style je sais ce que c'est. C'est pas compliqué en fait. Hein. C'est des patients qui ont des maladies vasculaires, qui ont une insuffisance rénale, donc ça peut aggraver leur insuffisance rénale. Ça peut leur donner des prééclampsies. Vous savez que c'est un facteur de risque de prééclampsie, l'insuffisance rénale. Vous l'avez appris, vous le réapprendrez quand vous réviserez la question. Et puis un risque d'infection accrue, ça c'est pas très important, sauf qu'il y a une polykystose rénale. Et puis pour l'enfant, il y a un risque d'avoir une mère qui a une hypertension artérielle gravidique et une prééclampsie. Il peut être hypotrophe, il peut être prématuré. Il peut transmettre ça à la maladie, et comme c'est une maladie autosomique dominante, ce sera dans... Voilà. On peut faire le dépistage, mais c'est rarement recommandé, puis c'est un dépistage qui est difficile. Mais tu dis toujours que, maladie génétique, on peut proposer un dépistage à la patiente. Voilà. Et les efforts de poussée, c'est des anévrismes? Alors, on me demande si les efforts de poussée, c'est des anévrismes. On a fait l'IRM avant, et j'ai précisé dans la réponse, il faudra s'assurer de l'absence d'anévrisme crânien avant de débuter la grossesse, sinon... on traite l'anévrisme, on la césarise. On me demande si on fait un dépistage anténatal, c'est une maladie qui se traite. Deux choses. Un, c'est pas une maladie qui se traite. C'est une maladie qui n'affecte qui a un retentissement qui n'est pas absolu sur l'autonomie de la personne. C'est discutable et c'est discuté. Donc, dans une case, je dirais qu'on peut le discuter. C'est vrai que c'est un... Ouais. Mais ça existe. Il y a des parents qui peuvent trouver légitime de le demander. Bon, allez, question 5. Elle débute une grossesse et accouche au terme d'un enfant en bonne santé apparente. L'échographie réalisée en postnatal ne retrouve pas de kyste. Est-ce que l'on peut rassurer la mère Je crois pas. Non, on ne peut pas rassurer la mère parce qu'il faut une écho rénale à 30 ans pour dire ça, ou un scanner à 25 ans. Voilà. Après, c'est un petit peu... question d'orientation diagnostique pour faire un peu le tour de la polykystose. Quelques temps plus tard, la patiente est hospitalisée pour des douleurs lombaires importantes, à début brutal. Elle a une température normale, l'état général est conservé, donc douleur lombaire gauche spontanée et provoquée. Bandelette urinaire, du sang de croix, leucocyte une croix, pas de nitrite, une protéinurie une croix. Qu'est-ce qu'on évoque comme diagnostic? Moi j'ai mis que c'était une rupture hémorragique d'un kyste rénal gauche. Oui. Pluriel, vas-y, balance. Donc, les complications des kystes, les complications qui font mal. En gros, les complications de la polykystose qui font mal. Donc, l'hémorragie intrakystique, plus que la rupture de kyste, parce que là, c'est plutôt l'hémorragie rétropéritonéale, ils vont vraiment mal. Ensuite, qu'est-ce qui fait mal dans la polykystose rénale? Il n'y a pas beaucoup. L'infection de kyste, tu peux toujours le mettre. Elle a 37,7, mais tu n'as pas le bilan. La lithiase, ça quand même, on peut le dire. On a le droit. Les douleurs liées à un kyste non compliqué, puis après vous mettez les moutons à 5 pattes. Mais la lithiase, vous devez le savoir. L'hémorragie intrakystique, c'est pas très compliqué. L'infection, bon, on est dans le jouable. Et la question extrêmement simple, on peut perdre beaucoup de points. Question 7. Elle arrive en insuffisance rénale terminale. Quelle modalité de traitement de l'insuffisance rénale terminale lui proposes-tu? Donc une dialyse, donc hémodialyse surtout, ou dialyse péritonéale. Et je crois que si on fait une transplantation, ça récidive les kystes. Enfin, je suis pas sûre. Et sinon, une transplantation rénale. Les 4 réponses attendues étaient hémodialyse, dialyse péritonéale, transplantation rénale avec un donneur vivant apparenté, transplantation rénale avec un rein de cadavre. Voilà. Et la maladie, il y a une mutation d'une protéine qui est quasiment ubiquitaire, d'une des deux protéines, une polycystine 1 ou polycystine 2. Tu changes le rein, tu changes la protéine, ça ne récidive pas. Alors, on me demande si la dialyse péritonéale est contre-indiquée dans la polykystose rénale. La réponse est non. Ce n'est pas une contre-indication absolue. C'est des gros reins volumineux, ça peut être gênant, mais il n'y a pratiquement pas de contre-indication absolue à la dialyse péritonéale.
en dehors des balafrés de l'abdomen, des grands insuffisants respiratoires. Les gens qui n'ont plus de péritoine parce qu'on l'a haché, qui ont des brides partout, c'est pas la peine. Et les grands insuffisants respiratoires, parce que en mettant du volume, tu vas te retrouver en insuffisance respiratoire, tu vas aggraver leur insuffisance respiratoire. Tout le reste, tout est du relatif. Il n'y a pas grand-chose. L'obésité aussi, c'est moins bien, mais enfin bon. Donc pas la polykystose.